Je vous propose que nous démarrions ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Adeline Mancolard, je suis la directrice du salon All for Pack et je suis ravie de vous accueillir nombreux à ce webinaire. La révolution de l'emballage fait feu de tout bois. Alors, vous savez qu'All for Pack présente l'ensemble des solutions durables et responsables en matière d'emballage et nous accueillons l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le process, l'impression, le packaging, bien sûr, avec une approche par matériaux, et la logistique. Je dirais qu'aujourd'hui, plus qu'hier, All for Pack se doit d'être la caisse de résonance des nouveaux défis, mais aussi des nouvelles opportunités pour notre filière. Donc, notre ambition, c'est d'accompagner l'ensemble de l'écosystème, de réunir et d'animer nos communautés. Et vous savez également que malheureusement, nous n'avons pas pu tenir All for Pack 2020 pour des raisons de crise sanitaire. Et donc, c'est d'autant plus important de maintenir ces points de contact avec vous tous via notre programme de webinaire, et ce jusqu'à notre prochain rendez-vous physique, All for Pack, le prochain All for Pack qui aura lieu en novembre 2022 à Paris. Donc, ce webinaire est dédié aux emballages en bois et papier carton, aujourd'hui au cœur des enjeux d'éco-conception. Nous allons aborder plusieurs sujets, le retour en force du papier carton, nos ressources en bois, les filières de recyclage et bien sûr l'avenir de la filière bois à horizon 2030-2040. Pour ceci, nous avons constitué un plateau d'experts que je remercie et je vous les présente avec plaisir. Nous allons démarrer avec Karine Desbouis. Karine, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ingénieure agronome de formation, déléguée générale de Carton Île-de-France depuis 2013 et après une première partie de carrière au ministère de l'économie, puis à la Fédération du négoce. Vous intervenez au nom de Cofepac, dont Carton Île-de-France est membre et qui représente en fait l'ensemble des emballages en papier carton. Cofepac représente près de 650 entreprises avec un effectif de 31 000 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 6,2 milliards d'euros. Nous accueillons également Olivier Delagozy. Olivier, bonjour. Vous dirigez l'organisation professionnelle Ciel Gros, Ciel étant le syndicat de l'emballage léger en bois depuis septembre 2010. Vous avez intégré le secteur de l'emballage en bois par passion pour la préservation de l'environnement, après avoir étudié de fond en comble les analyses de cycle de vie comparative de l'ADEME et avoir visité une usine de fabrication d'emballage léger en bois. Olivier, bienvenue à ce webinaire. Je continue, je vous présente Aurélien Desterne. Aurélien, bonjour. Vous êtes géographe de formation. Vous avez rejoint FSC France après avoir travaillé cette année dans des associations parapubliques. FSC, ça veut dire Forest Stewardship Council. C'est une ONG internationale qui, depuis plus de 25 ans, a pour mission de promouvoir une gestion des forêts écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable. Je vous présente maintenant Fabrice Pelletier, que vous connaissez. Fabrice, bonjour, vous êtes notre expert, partenaire de longue date du salon All for Pack, avec qui j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire. Donc, tout au long de ces 45 minutes, j'en suis sûre, vous aurez de nombreuses questions. Vous avez un chat à votre disposition et nous y répondrons en fin de session. On a laissé 10-15 minutes pour les questions-réponses. Alors, Fabrice, je crois que je vous passe la parole pour démarrer avec nos intervenants. Oui, Adeline, bonjour et merci. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Bonjour à nos trois intervenants qui ont été présentés. Effectivement, la révolution de l'emballage fait feu de tout bois. Et d'ailleurs, c'est pas que la révolution de l'emballage aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie depuis 2 jours de The Packaging Revolution, The Emergence of New Solutions, et c'est tout ce que je dirais en anglais. Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui l'a traduit, comme on dit, mais c'est un spécialiste, donc il est aujourd'hui disponible sur la boutique en anglais. Dans ce livre, pour ceux qui l'ont lu, effectivement, on parle du bois, on parle beaucoup du bois dans le premier chapitre sur les papiers et cartons, qui titre d'ailleurs les papiers cartons reviennent en force, mais on voit que le bois est aussi présent dans les plastiques, on voit que le bois est aussi extrêmement présent dans des nouvelles alternatives, notamment des composites de plastique plus des déchets, je ne veux pas dire des déchets, on me dit toujours de dire des coproduits agricoles, en tout cas des coproduits de l'industrie du bois. Et je voudrais passer tout de suite à ma première question. Est-ce que, et je vais la poser à Karine, cette question, est-ce que ce retour en force du bois
Est-ce que c'est, en ce début de révolution, est-ce que c'est un rêve, une vue de l'esprit? Est-ce que j'ai vu ça dans un miroir ou est-ce que c'est une réalité, Karen? La demande pour des emballages en papier carton est forte, c'est certain, surtout en substitution d'emballages plastiques. Mais c'est un phénomène qui se met en place aujourd'hui et on ne voit pas encore d'évolution significative dans les chiffres de production. Bon, il faut dire aussi que tout ça, ça arrive dans un contexte mouvementé par la crise sanitaire, donc c'est un peu difficile de différencier les causes et les conséquences de chaque mouvement. Mais si globalement, on peut estimer que la part des emballages plastiques qui sont susceptibles d'être substitués par du papier carton est d'environ 10%, ce qui à terme représente quand même entre 130 et 150 000 tonnes d'emballages papier carton supplémentaires. Donc sur une production nationale de 3,7 millions de tonnes, mais une production d'emballage ménager de 670 000 tonnes, donc c'est quand même important. Les impacts sont très différents selon les secteurs. Pour vous donner quelques exemples, dans le secteur de la boîte pâtissière, on a vu une augmentation de 25% de la production depuis le début de l'année. Et on a une très, très grosse demande aussi dans les emballages de restauration. Mais là, la part entre la crise sanitaire et la substitution est difficile à déterminer. Et puis, on a aussi une grosse présence dans les barquettes fruits et légumes, puisqu'il y a une interdiction de la barquette plastique au 1er janvier 2022. D'accord, Karen. Et alors, Olivier, toi qui est vraiment dans l'emballage bois, est-ce que de ton côté, tu le sens, cet engouement pour le bois? Oui, alors, donc, pour le bois, de la même façon, les demandes sont nombreuses. Alors, on profite de plusieurs grandes tendances, hein, la relocalisation, les circuits courts, ce virage matériaux AGEC, bien sûr, puis plus généralement, le très faible impact environnemental des emballages bois et le capital sympathie grandissant des consommateurs pour les emballages naturels. Donc, pour décrire très rapidement le secteur, effectivement, l'emballage léger en bois fait partie d'un secteur plus large qui est ce qu'on appelle le pôle emballage bois avec les emballages industriels et les palettes. Donc, c'est l'emballage léger en bois qui est le plus en lien, bien sûr, avec les consommateurs. C'est néanmoins un petit secteur, mais on produit 1,1 milliard d'emballages, c'était les statistiques de 2019, avec une progression moyenne de 3,5% sur les 5 dernières années. Donc ça se partage en deux grandes familles. Donc pour cette progression, ce changement actuel, d'une part les emballages de transport et de présentation qui progressent donc pour toutes les raisons qu'on vient d'indiquer hein, sur les nouveaux décrets, la loi AGEC, mais bien sûr aussi sur les qualités organoleptiques, antimicrobiennes et hygrorégulatrices du bois, donc qui allongent la durée de vie du produit. Donc, pour cet emballage de transport, si vous allez sur le carreau des producteurs du mine de Rungis, par exemple, vous aurez 95% d'emballage en bois. Le deuxième secteur qui est le plus nombreux en unités, ce sont les petits emballages à destination des ménages et eux, ils progressent effectivement rapidement et particulièrement dans ce qu'on appelle les métiers de bouche, c'est-à-dire les barquettes de cuisson, les plats cuisinés, la boulangerie, la viennoiserie, pour citer les principaux. Là, on est sur plus de 300 millions d'emballages sur ces 1,1 milliard que j'ai évoqué tout à l'heure, avec beaucoup de solutions innovantes. Donc, ce sont des emballages de très faible épaisseur et qui sont pourtant très résistants et souvent donc emboutis ou thermoformés. Donc voilà, sur toutes ces solutions et aussi donc sur les petits emballages fruits et légumes, aussi de unités de vente consommateurs, il y a de la demande, il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'études qui sont en cours. Merci Olivier. Alors je vais me retourner vers Aurélien qui certifie cette ressource. Aurélien, ça se passe comment? Vous êtes débordé de demandes chez FSC? Comment ça se passe? Effectivement, si tu passes la slide suivante, effectivement, il y a une très très forte augmentation de demandes de certification FSC des entreprises sur les produits papier, les produits carton ou les produits bois, on le voit ici. Et ça s'explique par les phénomènes de société hein, qu'on voit actuellement, qui ont peut-être aussi été accélérés par le Covid. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit sur le fait que
il y a une forte demande pour des produits carton, papier, bois que les consommateurs semblent préférer maintenant au plastique. Et puis de toute façon, la loi GIEC a aussi son effet là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte demande, en fait, que ce soit des ONG, des citoyens, on parle maintenant de consommateurs de plus en plus, et c'est de plus en plus la réalité dans les faits, dans les actes d'achat. Des journalistes aussi qui posent des questions, hein, qui demandent aux distributeurs où ils en sont dans leur politique d'approvisionnement de différents produits, notamment les emballages. Donc les distributeurs sont de plus en plus sous le feu un petit peu de cette demande et leurs fournisseurs, pour les aider, doivent répondre de plus en plus à cette demande du coup de la société qui est catalysée par ces marques et distributeurs. D'où certainement cette très grande augmentation. On le voit pour la certification FSC ici, sur le territoire français. On est sur de l'ordre des augmentations de 20% là, pour ce qui est du papier depuis 5 ans. Pour ce qui est du bois sur lequel on est encore peu présent, on pourrait en parler éventuellement, une très très forte augmentation aussi qui est en train de voir le jour. Alors Aurélien, par rapport à cette augmentation, bon, on voit qu'elle est peut-être un petit peu moins importante qu'on pourrait l'avoir au niveau de la communication, mais elle est importante. Et j'ai envie de poser cette question. La ressource, est-ce qu'on a la ressource pour faire face à cette demande? Est-ce qu'on va pas déforester comme des malades? On est quand même en droit de se poser la question, est-ce qu'on va couper des arbres pour faire de l'emballage, en gros? Alors, sur ce point, la déforestation, il n'y a pas de déforestation sur le territoire français, il faut juste le dire très clairement. Il y a de la déforestation dans le monde. En France, il n'y a pas de déforestation. Il peut y avoir des questions de bonne gestion des forêts. Ça, c'est un enjeu aussi important, mais il n'y a pas de déforestation sur le territoire national. Clairement, il y a une pression sur les forêts, on ne va pas se mentir, mais ça, ce n'est pas une question de l'emballage. C'est une question de l'ensemble de la demande en produits bois, que ce soit l'emballage, la construction, le bois énergie. Et puis, il y a un effet important aussi qu'il ne faut vraiment pas négliger, c'est la question du changement climatique. On a pu voir des catastrophes d'incendies dans d'autres pays. En France, en Europe, on a par exemple le scolyte, qui est un petit animal qui malheureusement ravage les forêts. Donc, on a vraiment quand même cette question de la pression sur les forêts. Et nous, à FSC, on propose cette solution qui est la certification FSC. Et notre outil permet de baisser cette pression avec deux angles d'attaque, qui est le recyclage des produits 100% recyclés, 2, une gestion responsable des forêts qui permet aux forêts de se renouveler pour que le matériau bois soit effectivement un matériau renouvelable si ce n'est pas un matériau recyclé. Alors Olivier, du côté des bois légers, est-ce qu'aussi on a notre ressource? Est-ce ça va pas exploser? Comment vous allez gérer tout ça? Oui, donc on va dire que c'est ce qu'on appelle la gestion durable des forêts. Donc d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les industriels de l'emballage léger en bois achètent quasiment l'intégralité du bois qu'ils utilisent en France, pour ne pas dire du bois local, c'est-à-dire proche de leurs usines. Et donc, ils sont particulièrement attachés à la pérennité de la forêt française. Et donc, comme disait Aurélien, donc le FSC est plutôt sur la partie papier, très peu sur la forêt ou la forêt française. Nous, évidemment, on est beaucoup plus à la certification PEFC qui couvre près de 6 millions d'hectares de forêt en France. Et les entreprises du ciel, les entreprises de l'emballage léger en bois sont quasiment toutes certifiées PEFC. Donc ça, c'est une première réponse hein, donc à la question posée. Mais comme cette durabilité est vraiment vitale, les industriels veulent s'assurer que la replantation est bien faite. Et une fois qu'ils ont acheté les grumes pour le déroulage du bois et la fabrication des emballages. Donc c'est beaucoup du peuplier, hein, c'est essentiellement du peuplier dans mon secteur. Et donc c'est pour ça que les industriels ont mis en place une opération de pérennisation qui s'appelle Merci le peuplier et qui consiste donc à rembourser une partie du coût du plan une fois que la replantation a été effectuée. Donc ça, c'est une opération qui est soutenue par de grandes régions françaises, hein, par exemple le Grand Est, la région Centre, les Pays de Loire, qui abondent sur cette
ce paiement de merci le peuplier du plan, et aussi la Nouvelle-Aquitaine qui participe de la même façon. Voilà, donc on peut enfin indiquer que plusieurs pays européens sont en train d'étudier la possibilité de faire un copier-coller de cette opération sur leur propre territoire. Et donc, c'est au prix de tous ces efforts que nous aurons la ressource, car un peuplier, ça pousse en 15 ou 20 ans, donc c'est très court à l'échelle de la forêt, mais il nous faut voir loin et c'est ce que nous faisons. Et je veux quand même insister sur un fait, c'est que une bonne exploitation forestière, une bonne gestion des forêts a un impact extrêmement positif sur le climat et sur les grands débats actuels, puisque les jeunes arbres captent beaucoup plus de CO2 que les arbres anciens et dégagent donc plus d'oxygène. Et donc, une rotation via la coupe et la replantation est très favorable à l'environnement. Voilà, donc je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a parfois des malentendus sur ce sujet-là. Merci Olivier. Karen aussi, je pense, vu les tonnages, ça paraît très important. Vous, qu'avez-vous à dire sur cette gestion de la ressource? D'abord, dans le secteur du papier carton, notre ressource n'est pas à proprement parler le bois, c'est la fibre de cellulose. Et c'est important parce que du coup, quand on a besoin de fibres vierges, on utilise des coproduits de l'agroforesterie et des coproduits de l'industrie du bois en général. Et on n'abat pas d'arbres pour faire du papier ou du carton. Donc, effectivement, on a quand même besoin de ressources vierges. Et du coup, on est quand même assez sensible à regarder ce qui se passe sur tous les autres usages du bois, puisqu'on en est en partie indépendant. Ceci dit, notre ressource principale, eh bien, c'est la fibre recyclée. Pour vous montrer ça, par exemple, en 30 ans, sur les 30 dernières années, la consommation mondiale d'emballage papier-carton a été multipliée par 4. Et pour autant, la consommation mondiale de pâte vierge n'a pas bougé. Elle est restée au même niveau. Donc, on utilise vraiment de plus en plus de fibres recyclées. Donc, pour nous, le problème de la ressource, eh ben, c'est continuer à faire tourner notre boucle. Et pour continuer à faire tourner notre boucle, ben, c'est 3 composantes. C'est que les gens trient. 2, qu'on puisse collecter les papiers cartons usagés, et 3, qu'on ait les industries pour recycler ces emballages papier carton usagés, et bien évidemment de notre côté, qu'on fabrique des emballages carton qui sont recyclables. Alors le recyclage, justement, Karen, on va rester sur le recyclage puisque cette substitution du plastique vers le carton, on le voit bien notamment dans le livre avec tous les exemples qui sont montrés. En fait, elle se fait pas sans plastique puisque les cartons sont hydrophobes et donc au même titre, par exemple, que les briques alimentaires, tous ces nouveaux emballages carton apportent leur lot de plastique à l'intérieur des pulpeurs. Est-ce que ça va pas finir par poser un problème tout ça? Comment ça se passe au niveau du recyclage? Effectivement, certaines solutions embarquent encore du plastique, mais pas toutes, loin de là. Sur les 130 à 150 000 tonnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, on estime au maximum qu'il y aura à peu près 20 000 tonnes de produits complexés. Donc 20 000 tonnes de produits complexés sur un total de 670 000 tonnes d'emballage papier carton qui sont recyclés tous les ans. Vous voyez que le pourcentage est quand même pas énorme. Pour autant, on travaille bien évidemment sur ces problématiques. Ces solutions qui associent carton et plastique, elles restent recyclables. Elles sont pour l'instant couvertes par nos garanties de reprise et nous travaillons en filière pour continuer à assurer ce recyclage et récupérer le maximum de fibres dans les emballages papier-carton usagés. Ces plastiques qui continuent d'exister, en plus, ils ont le mérite de rester sous contrôle industriel et donc de pas être abandonnés dans la nature puisque les emballages papier-carton sont très majoritairement recyclés. Pour autant, dans la filière, on a conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On a un organisme, le CEREC, qui permet de tester la recyclabilité de tous ces nouveaux emballages
Et si le CEREC était amené à déclarer un emballage comme étant non recyclable, par exemple parce qu'on ne récupère pas assez de fibres sur cet emballage composite, eh bien, nous le retirerions de la garantie de reprise. Et puis, pour finir, on recherche, et les entreprises du secteur de l'emballage papier-carton recherchent activement des solutions sans plastique. Vous avez vu des communications avec des gobelets sans plastique, des box de pommes de terre qui utilisent plutôt un vernis que du plastique pour gérer le problème d'humidité. Donc voilà, on travaille avec des cires, avec des vernis, et à moyen terme, avec le Centre technique du papier, on travaille aussi à des technologies plus évoluées comme la chromatogénie qui permettra de rendre le papier hydrophobe, ou l'utilisation des microfibrilles de cellulose qui pourraient présenter des barrières à l'oxygène et au gaz. Tout ça avec toujours la même idée, notre boucle, et on ne veut pas faire entrer de produits chimiques dans notre boucle, donc toujours avec cette idée qu'il faut garder cette boucle safe. Même si ce n'est pas les questions-réponses, j'ai une petite question qui me brûle les lèvres, Karine. C'est aujourd'hui, la garantie de reprise est sur un taux de plastique de 50%, 50-50. Est-ce que ça va bouger ou on va rester sur ces 50%? Parce que la question m'est souvent posée. Alors, il faut faire attention. La règle des 50%, c'est la règle générale du règlement de l'emballage européen. C'est simplement une règle qui donne une définition de rattachement dans une famille. Ça ne veut pas pour autant dire que l'emballage est recyclable. Par exemple, on a dans notre secteur les emballages armés, qui sont des emballages papier-carton puisqu'ils ont plus de 50% de film de cellulose, mais ils ne sont pas pour autant recyclables. Et puis, c'est aussi, ça ne préjuge pas non plus du tarif qui va être appliqué sur l'emballage, puisqu'il y a dans le tarif une règle du 80-20, c'est-à-dire que s'il y a plus de 20% de plastique, l'emballage va cotiser pour sa part de plastique séparément de sa part de carton. Donc vraiment, cette règle des 50%, elle n'a rien à voir avec le recyclage. Et c'est simplement une définition générale de rattachement à une famille, parce qu'on a besoin de pouvoir classifier les emballages pour les règles de la REP. Merci pour la précision parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Aurélien, en regardant un petit peu le site de FSC, j'ai vu que il y avait du FSC recyclé, du mix. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir aussi sur ces certifications? Je pensais que c'était que la ressource vierge initialement, mais je vois d'autres choses. Alors, l'idée de FSC, encore une fois, notre objectif, c'est depuis 1994, de participer à la préservation des forêts. Et pour ça, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a deux enjeux majeurs, c'est le recyclage et la gestion responsable de la ressource forestière. Donc, les deux vont ensemble. Sur cette base-là, FSC a effectivement créé des labels qui sont des tampons qu'on va retrouver sur les produits finaux qui apportent des assurances différentes. Le premier, le FSC 100%, 100% du produit que vous achetez est issu de forêts certifiées FSC. Facile. Le recyclé, 100% du produit que vous achetez est un produit recyclé. Facile. Le FSC mixte est un mixte entre du produit issu de forêts certifiées FSC, de recyclé, et un troisième élément qui peut constituer que 30% maximum du produit, qui est ce qu'on appelle le bois contrôlé, qui refuse des bois issus d'activités inacceptables, c'est-à-dire pas légaux, qui peuvent avoir des impacts sur les populations autochtones, qui ne préservent pas certaines valeurs environnementales, pas d'OGM, et puis un élément important de la certification FSC, c'est pas de conversion de forêt naturelle en forêt de plantation. Donc, ces trois labels, pour nous, se valent dans le sens où le recyclé ou issu de forêts bien gérées, pour nous, c'est la même valeur en termes de préservation générale des forêts. Merci Aurélien. Olivier, le recyclage, je me souviens avoir vu Fleury Michon sortir une barquette en bois et puis en retournant l'emballage, voir une info tri.vert disant qu'elle n'était pas recyclable. Quid du recyclage des emballages légers en bois?
Oui, alors, bon, d'abord pour répondre à ta question un peu techniquement, la première que tu viens de poser, c'est que il y a un petit pelliculage plastique dans la barquette Fleury-Michon qui rendait donc l'emballage non recyclable et qui il y a donc des essais pour la rendre recyclable. Donc ça c'est Donc, c'est un pas un problème pour le parce que c'est papier, un plat pour le bois. cuisiné. Comment? Donc, c'est pas un problème pour le papier aujourd'hui, apparemment, le pelliculage plastique, mais c'est un problème pour le bois. Ben, disons que bon, c'est pas un problème. C'est-à-dire que bon, faudrait faire un grand débat sur le recyclage des emballages ménagers. Alors, je peux commencer par ça. Je comptais pas commencer par ça, mais je Je te commence par laisse. ce point-là. Je commence par ce point-là. Les petits emballages ménagers donc sont entrés dans les consignes de tri de la collecte sélective. Ils sont en catégorie 7.1 avec une filière de recyclage en développement. Donc, c'est un dossier qui a beaucoup avancé en 2020-2021. La quantité d'emballage en bois ménager était on va dire, en tonnage insuffisante pour que véritablement Éco-emballage puis Citeo s'y intéresse réellement. Et donc, on avait pris du retard. Mais ce n'était pas du fait que le bois n'est pas recyclable, c'est du fait que les installations n'avaient pas été mises en place. Donc là, c'est en train de devenir une réalité, donc d'où cette filière de recyclage en développement et qui sont aujourd'hui considérés comme recyclables donc dans les documents de l'ADEME, donc très clairement dans tous les récents documents de l'ADEME. Donc voilà, on peut dire que sur le papier, l'emballage léger en bois ménager est peut-être considéré comme recyclable et on est sur un dossier de développement pour que la filière se mette très correctement en place. Voilà, donc ça c'est une réponse qui est importante parce que la grande distribution a besoin d'emballages recyclables, elle veut des emballages recyclables et c'est tout à fait légitime. Et donc, dans la période que nous traversons aujourd'hui, la grande distribution peut considérer l'emballage léger en bois à destination des ménages comme étant recyclable. Voilà, donc c'est un sujet un peu complexe, mais qui a beaucoup évolué ces derniers temps et dans la bonne direction. Pour les emballages industriels, d'abord rappeler que le bois n'a aucune raison de se retrouver en enfouissement. Donc le bois, même s'il est biodégradable et qu'il est exempt de tout traitement chimique, aucun emballage bois n'a vocation à se retrouver en enfouissement. Le secteur de la palette est très, très majoritairement dans le monde de la réutilisation. Donc, il y a beaucoup de réutilisation de palettes de location, etc., en bois qui allongent la durée de vie des produits. Et tout ça est parfaitement recyclable. Donc, la recyclabilité des emballages de transport, elle existe bel et bien. Ce sont des emballages qui sont dont la matière est réutilisée pour faire, par exemple, des panneaux de particules ou du paillage agricole. Donc, il y a des exutoires, il y a des solutions de deuxième vie de l'emballage léger en bois. Et puis, on a aussi tout un secteur sur l'énergie parce que, comme chacun sait, le bois, ça brûle et ça brûle même très bien. Et donc, ce bois d'emballage qui est très propre a une grande vocation à aller vers les petites chaufferies classe A, c'est-à-dire celles qui sont les plus exigeantes en termes de qualité du combustible et qui servent dans des circuits courts et locaux, par exemple pour des hôpitaux. Et donc, ça a été rendu possible grâce à un statut de sortie de déchets qui a pu se faire donc il y a une petite dizaine d'années et qui donc permet d'avoir à la fois la filière recyclage matière qui est exigée, on va dire, par la réglementation, et une filière énergie qui correspond très bien aussi à la nature même de notre matériau. Voilà, donc les solutions existent, elles se développent. Et puis, on a, pour petite boutade pour terminer, on a aussi les barbecues, puisque la saison chaude est en train de commencer, donc les barbecues vont commencer. Et les cagettes de bois et autres petits emballages sont très appréciés comme allume-feu, au point que beaucoup de chaînes de la GMS offrent des cagettes de bois aux consommateurs et que beaucoup de consommateurs utilisent leurs petits emballages, les gardent à cet effet. Merci, on va chauffer au pellet et puis on va faire plein de barbecues. Allez, je vous laisse à chacun. Il nous reste 1 minute et demie pour conclure et nous dire, vous le voyez comment le bois
en 2030, 2040, en conclusion, Karen. Allez, non, pas Karen, excusez-moi, la question Aurélien. On va commencer par Aurélien, mais il en a parlé un petit peu tout à l'heure. Aurélien? Pardon, 1 minute chacun ou 1 minute en tout? Tu as déjà perdu 3 secondes. Ah! Là. Alors, moi, je vois 2 phases. Une première phase qui est la hausse de l'utilisation des emballages papier et carton. Hein, on est en train de le voir, là, c'est très clair. Avec une forte hausse de la certification, on le voit aussi dans nos statistiques. Et après, une phase 2 qui va être, à mon avis, quelque chose du type emballer moins, mais emballer mieux. Je mets un point d'interrogation, on ne sait pas, on ne peut pas lire l'avenir. Mais il pourrait y avoir du moins emballé. Par contre, le emballé, du coup, va devoir amener des garanties aux distributeurs qui sont sous la pression de la société, comme j'indiquais tout à l'heure. De nos échanges, tu nous parlais aussi des impacts du réchauffement climatique. Ça avait l'air d'être un point aussi important dans vos préoccupations. Tout à fait. Karen. Bah, écoutez, moi, je vois beaucoup d'innovations dans l'emballage papier-carton, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont encore confidentielles dans les entreprises et qui vont sortir. Et pour l'emballage papier-carton en général, eh bien, 2 challenges à relever. Maintenir notre boucle de réutilisation de notre matière, c'est très, très important pour nous. Et puis, le deuxième challenge, mais pas le moindre, montrer que l'usage unique peut être moins impactant que la réutilisation et que l'idée que, évidemment, il faut réutiliser pour régler tous les problèmes de réchauffement climatique de la planète, eh ben, n'est pas systématique. C'est parfois vrai dans un cas, parfois vrai dans l'autre. Il n'y a pas une solution, il y a donc des solutions. Des solutions. Olivier, oui. L'avenir de quoi? Alors, écoute, pour 2030-2040, donc nous, ce qu'on voit, c'est d'une part vraiment un retour aux produits locaux, nourriture saine, etc., qui est tout à fait accompagné par l'emballage bois. Donc, c'est un premier point. Une baisse des impacts sur l'environnement, donc drastique, hein, qui va venir par l'Europe, l'initiative sur les produits durables, le Green Deal européen, la neutralité carbone 2050. Donc, tout ça va aller dans un sens qui est le nôtre, parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'impact CO2, l'impact effet de serre de l'emballage bois est quasiment nul pour la simple raison que il s'agit d'une technique de déroulage, le déroulage du peuplier. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme si vous taillez un crayon. Et si vous taillez un crayon avec vos doigts, vous allez voir que ça va vous prendre extrêmement peu d'énergie. Donc, quand vous déroulez un peuplier, ça vous prend quasiment très, très peu d'énergie. Donc, la grande question de 2030, on va dire, ça peut être aussi le rapport énergie fossile, énergie renouvelable, et puis le coût de l'énergie fossile. Donc, nous, comparativement ayant un très bas coût énergétique de nos emballages, si jamais en 2030 le coût énergétique de l'énergie s'est envolé, eh bien la compétitivité des emballages bois deviendra tout à fait extraordinaire. Donc ce n'est pas le cas, on va dire heureusement que le coût de l'énergie ne s'est pas envolé à présent, mais il faut s'y préparer et donc nous nous y préparons. Et donc c'est pour ça que nous sommes plutôt confiants sur le développement de notre industrie et de la substitution matériaux qui s'annonce. Merci, merci à vous trois. On va passer aux questions. Est-ce que, Adeline, tu as des questions dans le chat qui sont arrivées? Oui. Alors, de nombreuses questions. On a 10 minutes pour répondre aux questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions, mais de toute façon, on vous fera parvenir les réponses par mail post-webinar. Donc, peut-être une première question pour Aurélien. La question suivante, pouvez-vous nous dire en quoi l'emballage carton est impacté par la loi AGEC? Non, bah, tout simplement, on est dans cette logique de passage du plastique à des matériaux biosourcés ou recyclés. Hein. C'est la logique qu'on a dans la loi AGEC. Donc, c'est une logique d'ensemble pour l'ensemble de l'emballage, hein, pas que le carton, aussi pour le papier et puis aussi pour le bois, de passage de matériaux non durables. Alors après, on peut en discuter et le plastique le discuterait certainement. Mais en tout cas, voilà, c'est une logique d'ensemble liée à la loi, doublé par la pression de la société, j'allais dire. Ok. Alors, j'ai peut-être une autre question
pour tous. Quel est l'intérêt actuel d'ajouter du carton sur les emballages plastiques? Ah. Peut-être Karen peut répondre, mais c'était… C'est-à-dire, il s'agit de prendre un emballage plastique et de mettre un habillage carton autour? C'est ce que je comprends de la question qui est posée. Oui. C'est ce que je comprends. Alors, quel est l'intérêt actuel? Je suppose que c'est un intérêt marketing et pour le consommateur. Après, en termes d'éco-conception, la logique voudrait que dans ce cas-là, autant faire porter un maximum de poids et de structure sur le carton et mettre un minimum de plastique quand il est nécessaire. Et là, s'il n'est pas encore parfois nécessaire, mais effectivement, un simple habillage carton autour du plastique, on peut supposer que ça n'est pas autre chose qu'un intérêt marketing. Alors, c'est un sujet qui est largement évoqué dans les tendances du livre La révolution de l'emballage. Effectivement, l'intérêt, c'est pas de rajouter du plastique sur du carton. L'intérêt, ce qu'on voit, c'est de diminuer au maximum le plastique. Et quand on diminue au maximum le plastique, on arrive à du souple. Et donc, on génère en fait avec du souple un certain nombre de transferts puisqu'on n'a plus d'emballage porteur. On est obligé de générer de l'emballage secondaire, etc. Enfin, on peut aussi rendre la recyclabilité difficile. Donc, l'idée est de diminuer le plus possible la quantité de plastique et de la remplacer par du carton. D'où cette importance de rester recyclable, parce que vous le verrez aussi dans le bouquin, ça permet de rendre non seulement le peu de plastique, le moins de plastique dans l'emballage 100% recyclable et de le recycler, et ça permet aussi d'avoir une grande majorité de cartons facilement recyclables. Donc, il y a un gros intérêt et on le voit se développer. Peut-être une autre question? Oui, alors justement, pour continuer dans le sujet, autre question, pouvez-vous repréciser les technologies pouvant à terme aller vers la suppression des complexes papier-plastique? Alors, à court terme, on utilise des vernis ou des inductions qui n'utilisent pas de matière plastique. À long terme, je vous engage à aller voir sur le site internet du Centre technique du papier. C'est la chromatogénie. Donc, la chromatogénie, il s'agit de traiter un papier avec une molécule végétale pour rendre le papier complètement hydrophobe, donc l'eau glisse sur le papier, tout en le gardant quand même, en lui gardant quand même un caractère recyclable. Voilà, oui, tout à fait, il est dans le livre. On lui garde un caractère recyclable. Donc, si vous avez simplement un peu d'humidité ou etc., le papier résiste à l'eau. Si vous le trempez dans un pulpeur, on peut récupérer la fibre. Et à terme, les microfibrilles de cellulose, là encore, suivez les travaux du CTP. Il s'agit de sélectionner les fibres les plus fines et les plus courtes de cellulose. Et avec ce matériau, on arrive à faire des films qui ont des propriétés très proches des propriétés actuelles du plastique, notamment en termes de barrière au gaz et au CO2, ce qui s'avère être très nécessaire pour certains produits alimentaires. Et puis, je dirais aussi qu'il y a aussi le fait de garder ce plastique, de le diminuer, de le rendre facilement séparable pour qu'il soit recyclé. Donc, c'est pas haro sur le plastique, c'est justement une association, mais une association qui fasse que l'un et l'autre des deux matériaux ne deviennent pas perturbateurs lors de l'un ou de l'autre lors des phases de recyclage. Et là, il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'apparaître. Donc, vous avez le plastique facilement séparable du carton. Vous avez les nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître. Et dans tous les cas, c'est in fine de faciliter le recyclage de la ressource. On a une petite question plutôt orientée santé, une question qui concerne les perturbateurs endocriniens. La question, c'est quid des PFAS? Karen? Ça sent la question par rapport à la dernière enquête de l'UFC Que Choisir.
Oui. Alors, je n'ai pas énormément de détails sur tout ça parce que ce n'est pas forcément ma spécialité. Ce que je peux vous dire, c'est que la filière travaille depuis longtemps à la suppression de ce type de produit. Il y a d'ailleurs énormément de produits mis sur le marché aujourd'hui qui n'en contiennent pas. Dans l'enquête faite par UFC Que Choisir, vous verrez d'ailleurs que, étonnamment, la totalité des produits n'ont pas été testés par rapport au PFAS. Les tests sont partiels. Et de toute façon, c'est une molécule qui est en cours de disparition et qui est amenée à disparaître dans les produits qui sont fabriqués pour l'usage de la restauration collective. Attention aussi aux produits, la différence entre ce qui est produit en France et ce qui est importé de l'étranger, puisqu'on a aussi un certain nombre d'emballages pour la restauration rapide qui nous viennent d'Asie et qui ne respectent pas forcément les standards européens, qui ne sont pas toujours des standards réglementaires. Très bien. Je signale aussi une réponse sur le bois, c'est que parfois il y a des critiques sur le bambou, et donc le bambou qui connaît donc des critiques fortes en ce moment, et je signale que le bambou n'est pas du bois, de même que les feuilles de bananier, etc. Et que donc, voilà, chaque fois que la DGCCRF a fait des tests sur l'alimentarité du bois, les tests ont toujours été absolument excellents pour le bois qui ne reçoit aucun traitement chimique, et toutes les critiques ont toujours été adressées sur des importations de plantes et non pas de bois, ce qu'on appelle donc bambou et autres produits plus exotiques. Très bien. Une dernière question, je pense. Il y a une question plutôt davantage tournée consommateur. Quand pourra-t-on ou pourrait-on mettre les emballages légers en bois dans les poubelles jaunes? Alors, donc aujourd'hui, c'est déjà le cas puisque de toute façon, le tri sélectif, si vous voulez, le tri sélectif existe donc partout. C'est-à-dire que après, quand ça arrive sur les centres de tri, il y a des techniques pour aller chercher chaque type d'emballage. Donc le plastique, le PET va. Dans les consignes de tri élargies, le bois, pour être bien clair, le bois va rentrer dans la poubelle jaune dans le cadre des consignes de tri élargies. Bah, c'est une obligation, hein, c'est les 5 flux, c'est une obligation. Donc, après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il arrive en centre de tri. Donc, ce sont les études en cours aujourd'hui, puisque ce bois pourrait partir donc soit en refus de tri. À ce moment-là, il part on va dire en énergie, hein, il peut partir en énergie. Donc, on va dire que c'est une solution qui paraît peu écologique, mais qui est très favorable parce que le bois est très sec et donc est très apprécié dans toutes les démarches d'énergie, puisque ça, comme je disais tout à l'heure, un peu en boutade pour le barbecue, il joue le rôle d'allume-feu dans tout un tas de circuits de production d'énergie. Et donc, ensuite, s'il est recueilli par un tri sélectif par les centres, eh bien, il pourrait partir à ce moment-là sur des filières soit compostage, soit recyclage matière. Voilà, on est en train. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça concerne une quantité tellement faible. Vous voyez, quand Karine dit qu'il va y avoir une augmentation de 150 000 tonnes éventuellement des emballages carton sur les 10 ans à venir via la loi AGEC, nous, sur l'emballage bois en centre, on est sur des volumes qui dépassent à peine 15 000 tonnes. Donc, vous voyez, on est sur des volumes. Je crois qu'on est arrivé. On va laisser la conclusion à Adeline. Je rappelle juste que vous avez beaucoup de réponses dans les livres en anglais et en français. Et Adeline, je te laisse la conclusion. Oui, alors on a beaucoup de questions, on répondra par mail évidemment, hein, parce qu'on on s'attendait pas à avoir autant de questions, donc c'est un bon point. Évidemment, on répondra à chacune d'entre elles. Donc on conclut maintenant. Hein? Vous étions combien? Combien de personnes? Je vois pas là sur mon écran combien nous étions. Je sais pas, je vois pas. Okay. Je sais pas où je dois regarder d'ailleurs. Bon. Alors, donc, nous concluons maintenant ce webinaire. Je tenais à remercier chacun d'entre vous pour votre participation et remercier également chaleureusement nos intervenants. Vous pourrez trouver en fait le replay de ce webinaire sur notre site
All for Pack, pour ceux qui auraient manqué tout ou partie du webinaire, bien sûr. Et puis, on vous donne rendez-vous en chair et en os à Paris en novembre 2022 pour le salon All for Pack. D'ici là, nous allons préparer avec l'équipe d'autres webinaires. Évidemment, les sujets sont nombreux, donc plein de beaux sujets à adresser. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Et puis, merci beaucoup pour votre attention. À Merci bientôt. beaucoup à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.